Comme autre information, on vous communiquera sur vos adresses mail un sondage, une enquête de satisfaction via Google Form, je pense, c'est ça? Voilà, et donc on vous demandera de bien vouloir y répondre, parce que pour nous c'est important de savoir comment vous avez perçu les choses, et puis ce qu'on pourrait améliorer en termes éventuellement d'une prochaine journée. C'est vrai que je disais ce matin qu'effectivement c'était une pause aujourd'hui, cette journée, ce colloque, mais c'est vraiment un colloque, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans l'échange. Et par contre, ça peut aussi déboucher sur d'autres formes de travaux ensemble à l'avenir, via notre association, où certains des directeurs qui sont dans la salle sont adhérents au titre de leurs établissements. Donc c'est intéressant d'avoir vos retours aussi par rapport à cette journée et qu'on puisse anticiper la préparation d'une prochaine journée en espérant pouvoir la faire plus rapidement que celle-ci. Alors tout à l'heure, on m'a fait une remarque aussi concernant la journée, le fait que ce soit un mardi. En même temps, on n'a pas toujours tout à fait le choix. D'une part, il faut concilier que la salle soit libre, qu'elle soit mise à disposition. Juste pour rappel, la mairie de Luisans nous a mis à disposition la salle gratuitement, ce qui est quand même plutôt pas mal vu la configuration de la salle, d'une part. Il fallait aussi se mettre en concordance les deux emplois du temps de nos deux intervenants principaux qui sont très demandés, très recherchés et sur la planète France et ailleurs. Mais enfin voilà, donc c'est vrai qu'il faut arriver à concorder tout ça. Et c'est vrai que notre regret, c'était de peut-être pas avoir assez de personnel d'éducation nationale, même si certains sont détachés d'éducation nationale, ils travaillent dans le secteur associatif aujourd'hui. Pour autant, c'est vrai que le mardi, ça ne correspond pas forcément à une journée facile pour les enseignants. Mais je sais, par ailleurs, pour être dans un conseil d'administration de collège à Luisans, que l'engagement des professionnels, les enseignants, il est réel quant à la question de l'inclusion, qu'ils ont véritablement envie de pouvoir aussi participer de leur place, mais que, paradoxalement, les moyens humains qui sont mis à leur disposition ne correspondent pas toujours à la qualité d'enseignement qu'ils voudraient faire, notamment avec des enfants qui sont en décalage par rapport aux apprentissages. Et quel que soit le handicap, entre guillemets, dont ils sont porteurs, et c'est très compliqué pour eux de pouvoir... donc l'idée, c'est quand même de pouvoir aussi essayer de travailler avec l'éducation nationale, avec l'inspection d'académie, avec les enseignants, pour pouvoir aussi mettre en place des modules. Mais encore une fois, ce n'est pas toujours une chose facile. Au niveau de l'AFCASA, j'ai tenté à un moment donné de pouvoir rencontrer le directeur de l'INSPE à Chartres, pour essayer de mettre en place des modules communs sur la formation des instituts, des professeurs des écoles, et des éducateurs spécialisés, moniteurs éducateurs, AES, etc. Mais il y a des programmes, il y a des carcans, il y a des choses qui ne sont pas faciles à bouger, au niveau de l'éducation nationale surtout, et que ce n'est pas toujours facile de trouver les bons créneaux pour travailler ensemble. Pour autant, je sais qu'il y a la volonté, je sais qu'il y a l'envie, je sais qu'il y a l'engagement et qu'on va y arriver, il n'y a pas de raison, quoi. Il y avait un ministre qui disait qu'il fallait dépoussiérer le mammouth, non? C'est ça? Enfin, je ne sais plus, hein, Christophe, mais c'est un truc dans ce goût-là, quoi. Donc voilà, Marcel Gégère, donc, qui va intervenir, et donc, vous l'avez compris, il était directeur d'établissement de centre d'enseignement, de formation. Il a été à Buc, on s'est un peu croisés là-bas, et puis à l'IRTS Montrouge, Neuilly, sur Marne, c'est ça. Et puis voilà, et puis les professeurs émérites de la chaire de travail social et d'intervention sociale au CNAM. Voilà. Donc depuis le mois de juin de cette année, tu as réussi à être élu à l'Assemblée Générale qui a été en présentiel, c'est ça, à l'Unaforis. Donc il est président de l'Unaforis, donc c'est un organisme de formation qui regroupe l'ensemble des organismes de formation, enfin c'est l'Union nationale des organismes de formation. Voilà. Donc je te laisse la place, à toi de jouer. Je t'ai pris 3 minutes, mais 3 quarts d'heure pour toi, c'est bien. Ouais. Voilà.
Merci. Merci, ça me fait très plaisir d'être là et je remercie Guy Morand parce qu'en réalité, on n'est pas là pour raconter notre vie, mais j'ai été directeur dans une vie antérieure ce qu'on appelait à l'époque un CAT, qu'on dirait un ESAT aujourd'hui, et je me faisais la réflexion, je me disais à la fois on est sur des évolutions qui sont finalement très lentes, qui suscitent d'ailleurs une certaine impatience quant à l'écart entre les principes et la réalité, et en même temps c'est des thématiques qui sont déjà assez anciennes, puisque quand j'ai fait l'ouverture de ce CAT, donc c'était un CAT, on disait hors les murs, dont l'activité d'ailleurs n'était absolument pas en atelier, mais on faisait pousser et on commercialisait des cactus, qui était une activité qui intéressait beaucoup les travailleurs en situation de handicap, et puis s'occuper aussi du nettoyage des rues. Donc on était essentiellement dehors, et peut-être qu'à l'époque on n'utilisait pas ce terme-là, mais on était déjà, je peux dire, dans un virage inclusif, sachant que le premier point sur lequel je crois il faut insister, c'est sur cette idée d'un changement, d'une transformation. Alors, on peut utiliser beaucoup de termes, comme par exemple celui de virage inclusif. On peut utiliser le terme de refondation, puisque les professionnels savent que la fameuse loi du 2 janvier 2002 était dite de rénovation de l'action sociale et médico-sociale, mais elle a été suivie très rapidement par l'idée d'une refondation, ou encore comme... pour reprendre une expression qu'utilise Edgar Morin, une métamorphose. Bref, on peut dire qu'il y a eu un certain nombre de secousses dans le secteur, notamment celles qui sont liées à la crise sanitaire dont on espère pouvoir sortir un jour, et qui ont eu un impact sur l'accompagnement social et l'accompagnement éducatif. Mais en fait, finalement, ce virage inclusif, il est un peu plus large. Ça suppose quand même qu'on ait en tête un peu des éléments d'histoire, et rassurez-vous, je vais absolument pas faire de présentation historique, mais simplement pour dire que quand on parle de virage inclusif, on est dans cette idée d'une transformation qui peut avoir deux visages. À la fois, il y a des éléments de continuité. On peut dire que c'est un approfondissement des valeurs démocratiques que de faire en sorte de donner à toute personne une place dans la société. Donc, on veut dire que c'est un effort continu, hein, même si les Français sont quand même plutôt des mauvais élèves par rapport à ça, puisque je rappelle qu'il a fallu attendre la loi de lutte contre les exclusions en 1998 pour introduire dans la législation sociale la notion de citoyenneté, et d'aborder aussi la question du droit de vote des personnes avec des choses qui ont évolué par la suite. Mais enfin, disons que c'est des mouvements quand même très 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 lents, et en même temps il y a des effets de rupture. C'est des points sur lesquels d'ailleurs on pourrait discuter avec, comme je le fais souvent avec Charles Gardou, parce que on est tout à fait fondé de défendre une approche universaliste. Et j'ai un peu de mal, mais j'entends son argument qui consiste à abandonner le substantif inclusion et de lui préférer la forme adjective. Sa démonstration, elle est tout à fait efficace, mais j'ai toujours un peu un doute là-dessus. Je reprends l'inclusion sous plastique, parce que c'est un exemple que je donne parfois, et qui témoigne du fait que dans le mot inclusion, il y a bien sûr le mot enfermement, mais il y a aussi l'aspect de conservation de la singularité de l'objet ou de l'être que l'on a mis sous plastique. Et si vous voulez, sur la question du rapport à la différence et de l'affirmation de la singularité, en fait, l'affaire est un peu compliquée, parce que chaque individu est singulier, et chaque individu est fondé à être reconnu dans son humanité, mais ça n'a pas été le cas de toutes les sociétés. Et Charles Gardou, à d'autres occasions, l'a beaucoup souligné, notamment
par rapport à ce qui s'est passé lors de la Deuxième Guerre mondiale, mais aussi par le fait que le type de société dans laquelle on vit est un type quand même un peu exceptionnel et très fragile, et dont on espère qu'il durera longtemps. Mais beaucoup de sociétés ont fonctionné avec cette idée qu'il y avait des êtres qui étaient étrangers, qui étaient hors de la maison. Et je pense à l'époque où on a parlé des insensés avant la Révolution française. Je pense à une époque où on a douté de l'humanité des personnes dont on s'occupait. Et je disais souvent au début de ma carrière, parce que j'ai commencé dans des services, comme on disait à l'époque, de grabataires ou d'arriérés profonds d'hôpital psychiatrique. Et c'est vrai qu'on avait à s'occuper de personnes qui correspondraient aujourd'hui à des, on dirait, polyhandicapés, mais à l'époque, qui avaient un degré de monstruosité qui nous choquait. Je disais souvent, quand j'ai commencé à faire de la formation d'aide médico-psychologique, je leur disais, si vous me dites que vous ne vous êtes jamais posé la question de l'humanité de l'individu qui est en face de vous, eh ben vous êtes des menteurs. Parce qu'en fait, la question de l'appartenance, c'est toujours une question très, très, très importante. Et donc, du coup, le fait de dire que d'emblée, les personnes sont incluses, oui, dans un certain type de société comme la nôtre, je suis absolument d'accord. Mais on va dire, la question, c'est est-ce que ce dedans est habitable, suppose d'accepter l'idée du dedans. Donc, il y a quand même un certain type de société qui autorise ce genre de réflexion. Et ça veut dire aussi que quand on aborde le champ du handicap, on l'aborde aussi avec des valeurs. Et des valeurs qui sont des valeurs... alors, on peut dire que ça relève de la culture, mais ce sont des valeurs politiques. C'est des valeurs profondément démocratiques. Il y a un problème avec, disons, ces questions-là, qui est aussi un problème de vocabulaire. C'est très important de se confronter à des questions sémantiques. C'est vrai qu'à un moment donné, on peut se dire, bon, peu importe comment on appelle les choses, de toute façon, ce qui compte, c'est la façon dont on traite les personnes, etc. Vous savez que a été créé par décret un conseil pour les questions sémantiques, sociologiques et éthiques, à la place de l'ancien comité d'éthique du Conseil national consultatif des personnes handicapées. Donc ça veut dire qu'on bute quand même sur les vocabulaires. Et on bute sur le mot handicap, on bute sur le mot inclusion. C'est pas que des questions de vocabulaire. En fait, on peut se dire que il y a une façon de parler qui illustre en général des façons de penser le monde dans lequel on est, des façons de penser les actions à mener et des façons d'agir. Il y a un lien très étroit entre le vocabulaire et la pratique. Et par exemple, on a un double mouvement, il me semble, qui a été noté par certains auteurs, je pense à Robert Castel, et notamment du fait que, parce que comme vous savez, il y a quand même des anomalies dans le vocabulaire. On a parlé longtemps de l'insertion professionnelle des adultes handicapés, loi de 1987, mais on parlait de l'intégration scolaire. Donc il y avait une nuance entre insertion et intégration. Et en fait, Robert Castel montrait bien le fait qu'il y avait une évolution entre l'époque où, lorsque l'on parlait d'insertion, finalement, on ciblait des populations, on avait des dispositifs dédiés, on pouvait avoir des quotas d'emploi de travailleurs handicapés, et je cite Robert Castel, il dit « J'interpréterai ici les politiques d'insertion à partir de leurs différences et même en forçant un peu le trait, je le cite, de leur opposition par rapport aux politiques d'intégration. » Donc déjà, il y a une différence entre l'insertion comme, je vais dire, j'insère une page dans un livre, eh ben, la page, elle existe, le livre, il existe, je peux l'enlever, je peux la rentrer, elle est extérieure, il y a une espèce d'extériorité dans le processus d'insertion qui est maintenue. Et ça illustre tout à fait ce que nous a expliqué Charles Gardou sur la non-reconnaissance de la place des personnes. L'intégration évoque un processus beaucoup plus de fusion, ou un processus plus dynamique, et qui affirme l'appartenance légitime à la société. Mais si on regarde l'évolution, il y a un autre mouvement où l'on a finalement, notamment dans le champ de l'école, on a abandonné le vocabulaire sur l'intégration scolaire, qui supposait de dissoudre les différences pour aller vers
l'inclusion. Et alors le mot inclusion, si vous voulez, je suis d'accord avec Charles Gardou sur toutes les remarques qu'il a faites et sur les ambiguïtés. D'ailleurs, il y a des ambiguïtés tout à fait étonnantes lorsque l'agence qui s'occupait autrefois de l'évaluation des pratiques sociales et médico-sociales, l'ANESM, utilisait, par exemple, traiter de la question de la participation. Alors, c'était la participation dans le champ de la protection de l'enfance, dans le champ du handicap, de la participation des personnes âgées, et à un moment donné, c'est la participation dans l'exclusion sociale, dans l'inclusion sociale. Et l'inclusion sociale, pour eux, c'était les centres d'hébergement et de réinsertion sociale, les centres d'hébergement d'urgence, etc. Donc il y a un flou sur le terme même d'inclusion, mais en fait, le mot inclusion, il évoque un pari double. Il évoque à la fois ce sur quoi Charles Gardou a beaucoup insisté, qui est le fait d'être dans la maison, et il n'y avait pas de raison de se poser la question de comment faire rentrer quelqu'un dans une maison, alors, il y est d'office, mais il y a aussi le principe de la conservation des identités. Je pense... oui, certains ont peut-être lu les écrits de Ève Gardien sur les innovations dans le champ du handicap, lorsqu'elle parle des entendeurs de voix, et elle donnait ça comme exemple d'inclusion avec des personnes... On dirait, si on était psychiatre, des schizophrènes ou des personnes qui ont des hallucinations auditives et qui se regroupent dans certains lieux et qui qui ont un travail, qui ont une activité sociale tout à fait ordinaire. Simplement, ils entendent des voix. Et ils se retrouvent comme dans des clubs. Alors ils n'entendent pas tous les mêmes voix, mais ils constituent une espèce d'ensemble. Et donc, en fait, finalement, on est toujours dans une dialectique compliquée entre la reconnaissance du même chez l'autre et l'idée que l'autre, c'est pas moi. Et donc, ce rapport-là est très délicat et très compliqué. Et c'est pour ça que c'est important de faire des colloques là-dessus et de réfléchir sur ce point-là. Alors, là-dessus, c'est très clair. L'inclusion, ça a été dit par Charles, c'est un mouvement d'idées. C'est un mouvement d'idées. C'est-à-dire qu'il faut le prendre sous qui est maintenant qui occupe bien le terrain, mais enfin, tout le monde n'est pas tout à fait sur cette longueur d'onde. Faut le savoir. C'est une orientation politique très forte. Et je donne comme exemple un rapport de la ministre Sophie Cluzel, mais c'est aussi, c'est le sens de mon propos, une source d'interrogation sur l'avenir des institutions, sur l'avenir des professionnels et des personnes directement concernées. Il y a des lieux, il faut le savoir aussi, parce qu'on est là pour se dire des choses, il y a des lieux où il est difficile de parler d'inclusion devant un parterre de professionnels, parce qu'ils le perçoivent comme étant une menace. C'est-à-dire que ce qui pour nous paraît une évidence dans notre élan de reconnaissance de l'autre, pour un certain nombre d'institutions, pour un certain nombre de professionnels, c'est quand même quelque chose qui est assez difficile. Pourquoi ? Parce que ça met en jeu les figures de l'usager, avec des guillemets qui s'imposent, puisque c'est un terme que personnellement je rejette, puisque pour m'être occupé d'un rapport du Conseil supérieur du travail social, dont le sous-titre était justement le propos d'un allocataire du RSA qui disait « Merci de ne plus nous parler, de ne plus nous définir comme étant des usagers ». Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs façons de percevoir les personnes dont on s'occupe. Soit je vais les considérer comme étant des destinataires d'une politique, comme si c'était des publics cibles, avec une relation un peu dissymétrique, c'est-à-dire que on a réfléchi entre nous, on s'est mis assez d'accord, on constate qu'il y a des injustices, eh bien, on va faire une politique en votre faveur. Pas spécialement avec vous, mais en tout cas, sachez qu'on se préoccupe beaucoup de votre sort. On peut aussi considérer que la personne est bénéficiaire. Elle est toujours une cible d'une action publique. On espère qu'elle va nous être reconnaissante, c'est une cible consentante, dans une relation de contrat, comme on a un contrat de séjour, etc. Et c'est là où je mets en garde souvent les professionnels quant à l'idée que ce qu'on appelle l'évaluation de l'activité d'un établissement ou d'un service passe peut-être partiellement, mais pour certains endroits passe par les questionnaire de satisfaction, et je mets en garde en disant cela induit une image clientéliste des personnes accompagnées qui peut être problématique. Je peux les considérer aussi, ces personnes, comme étant associées
c'est un peu la thématique de la participation, mais en fait, l'enjeu, c'est de faire en sorte que les personnes soient reconnues comme des acteurs à part entière, comme des acteurs légitimes, comme des citoyens, où on utilise de plus en plus d'ailleurs l'expression de personnes ressources, c'est-à-dire que les personnes, par exemple, en situation de handicap, elles ne font pas que recevoir des allocations ou que recevoir des aides, elles ne font pas que être écoutées, ce qui est déjà une très bonne chose dans des conseils de la vie sociale, mais elles doivent pouvoir aussi contribuer à l'évolution de nos propres représentations et être considérées pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire une richesse pour la société, on pourrait dire un investissement pour la société, un apport. C'est pour ça que l'expression de personnes ressources se justifie tout à fait. Mon premier point, c'est sur justement les transformations, les impacts sur l'organisation. Ces impacts me font penser à la fonte des glaces. On a l'impression d'une espèce de réchauffement climatique à l'occasion, mais un réchauffement climatique plutôt positif en l'occurrence, parce qu'en fait, il y a deux choses qui paraissent tout à fait importantes. C'est que si l'on se préoccupe d'une approche inclusive, cela signifie aussi remettre en cause nos catégorisations dans la façon de se représenter les publics. C'est une affaire qui est très compliquée parce que si je remets en cause les catégorisations, si je remets en cause le poids des représentations sociales, ça veut dire que je remets en cause une approche, Charles Gardou l'a aussi évoqué, l'approche médicale qui s'appuie sur des classifications, sur des nosographies. Ma diapo, elle n'est pas tout à fait claire parce que vous voyez le lien que je fais entre les nosographies, les classifications et les barèmes. C'est-à-dire que finalement, on a une difficulté dans notre approche générale, c'est que de plus en plus, on remet en cause les étiquetages. Hein, on le dit d'ailleurs, on ne définit pas une personne par sa maladie. Hein. Je ne vais pas avoir l'appendicite du 5 ou des choses... Ça commence à rentrer dans la tête. Ce qui rentre plus difficilement dans la tête, c'est le principe d'identifier quand même des différences, ne serait-ce que par la conceptualisation, par le souci de compréhension, par les apports de la science, et aussi par le fait que si je fais un lien entre un barème, alors que ça soit, vous voyez, si je calcule GIR 1, GIR 2, GIR 3, si je détermine un taux d'incapacité, tout cela me permet de faciliter l'ouverture à des droits. Et donc, on est un peu coincé c'est là où il y a un véritable problème éthique, philosophique quasiment. C'est-à-dire que autant on peut tomber d'accord sur les simplifications abusives, sur les imageries d'Épinal qui font que je vais distinguer comme ça toutes les personnes en fonction de catégories de handicap. Mais quand j'arrive déjà, par exemple, au handicap rare, vous voyez, on commence à subdiviser de manière de plus en plus étroite, puisque la notion même de handicap rare pose un problème. Elle suppose une différenciation extrêmement poussée des problèmes, et elle est liée aussi, pour un certain nombre de droits, à des barèmes. Et donc, dans le passé, on avait effectivement des classifications qui ne parlent plus aujourd'hui. Mais on a entendu, tout à la fin du 18e, 19e siècle, des termes comme les éducables, les semi-éducables, les inéducables. Tout ça a passé de mode. On n'utilise plus la classification d'Esquirol qui faisait une distinction scientifique entre l'idiot, l'imbécile et le crétin. Là, je suis pris par le temps, donc je ne peux pas vous faire la distinction entre les trois, mais il faut savoir que c'était des distinctions scientifiques et argumentées. Le DSM 3, 4, 5 va nous donner aussi des éléments. Donc finalement, il y a un problème, si vous voulez, d'écart entre la nécessité de la désignation, parce qu'à un moment donné, Charles le disait aussi, il faut dire les choses. Donc je suis obligé de recourir à de la désignation et en même temps le risque de stigmatisation. Et en France, on fluctue là-dedans. Et d'ailleurs, les mêmes qui sont les plus militants pour le virage inclusif, on va les retrouver dans le Conseil national consultatif
des personnes handicapées. Vous voyez, dans NCPH, il y a des instances, sans parler des institutions, qui sont dédiées à des catégories de handicap. Donc ça, c'est déjà un problème, disons, du point de vue de l'organisation, et qui va finalement nous amener à interroger notre paysage institutionnel. Il y a une segmentation qui est extrêmement poussée, dont parfois d'ailleurs on peut s'interroger sur les limites. Oui, prenons le cas d'un IME ou d'un DAM. La question se pose parfois des frontières entre l'IME, l'ITEP, d'ailleurs des sections d'ITEP dans des IME et des sections d'IME dans des ITEP, la MEX, maison d'enfants à caractère social, l'hôpital de jour. Oui, il y a... Là, quand même, on a une difficulté à penser une politique de l'enfance au vu de critères qui se comprennent. On peut tout à fait le comprendre, mais qui font qu'à un moment donné se pose la question des frontières et des hybridations de public. Et ce que je dis là vaut aussi de la frontière historique entre les personnes handicapées et les personnes âgées, par exemple, qui est aussi un problème majeur, puisque vous avez des personnes en situation de handicap qui vieillissent, et puis des personnes qui de par leur âge, entrent dans des situations de handicap. Donc, finalement, on a des cloisonnements législatifs, institutionnels, qui sont aussi fondés sur des cloisonnements identitaires. Et quand je dirais un mot tout à l'heure des formations, c'est un des sujets les plus explosifs dans les formations. C'est la question de savoir qu'est-ce qui est transversal, qu'est-ce qui fait que c'est commun à différentes catégories d'intervenants, mais qu'est-ce qui fait que moi, je suis éducateur spécialisé. Je ne suis pas éducateur de jeunes enfants. Et je ne suis pas éducateur technique spécialisé. Et je ne suis pas, évidemment, moniteur éducateur. Et donc, là, on a... et même chose pour les assistants de service social par rapport à des CESF, vous voyez. Bon, donc, des montages dont on a du mal à comprendre l'enquistement dans notre culture, parce que c'est très difficile de faire bouger ça. Et donc, il y a cette espèce de parcours du combattant qu'on a entendu, parcours du combattant des familles, mais parcours du combattant à différents noms. Quand je dis parcours du combattant, c'est qu'il y a des sauts, il y a des... Enfin, j'ai pas fait l'armée, mais enfin, vous voyez, ceux qui l'ont fait, on était fatigués ce jour-là. Donc. Mais cette notion de fardeau, elle était même théorisée, et c'est un élément important. Et puis, il y a des effets de seuil. Comment vous faites des pratiques inclusives alors que vous avez administrativement les effets de seuil de l'amendement Creton, par exemple, qui font qu'on va maintenir un jeune adulte dans une structure pour enfants parce qu'il n'y a pas d'autre place, ou je ne fais pas un dessin sur l'amendement Creton, ou sur d'autres difficultés, ou sur ce qui avait été prévu par la réglementation en matière de sortie d'IME, avec un suivi pour atténuer les effets de rupture. On tourne autour de ces questions-là. C'est pour ça que j'ai la pub vraiment pour le livre très classique de Robert Murphy, Vivre à corps perdu, parce que lui, c'est ça qu'il décrit, c'est comment lui-même, anthropologue, il est atteint par une maladie dégénérative, et puis comment il passe de prise en charge ou d'étape en étape, et à chaque fois se pose la question de la limite, ce qu'il appelle la liminalité. Autrement dit, la réflexion sur la question inclusive ou sur l'inclusion, elle renvoie à cette question des seuils. Et comment j'aurais pu donner comme autre seuil le seuil de 60 ans qui fait qu'on sort du monde du handicap pour aller dans le secteur des personnes âgées. Ça a une autre conséquence aussi, c'est que cela oblige à accepter le principe de la fluidité des parcours. Le mot parcours est sorti tout à l'heure. Ça change déjà la façon d'accompagner les personnes. Ça change, j'allais dire, le métier, pour être encore plus direct. Beaucoup de travailleurs sociaux ont été formés, et beaucoup de formateurs les ont formés d'ailleurs, à la méthodologie de projet. Vous voyez, ça c'est le truc rassurant. Et comme c'est pour le mémoire, problématique, hypothèse, etc., donc tout ça c'est du carré.
Et on a, c'est vrai, confondu, enfin je pense, la professionnalisation, c'est-à-dire que le fait d'être reconnu par des compétences professionnelles, et une approche très, pas simplement rationaliste, j'allais dire technicienne, enfin quelque chose, vous voyez, c'est d'autant plus rassurant que c'est bien carré, et que surtout, dans cette méthodologie de projet, finalement, le problème, c'est qu'on anticipe sur ce qui va se passer. Mais si je m'occupe de votre projet, je vais anticiper en fonction de mes convictions et de mon cadre de pensée personnel. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui paraît très, très difficile, parce que une méthodologie de projet dans un monde qui fonctionne par cases et par escalier, je peux dire, aujourd'hui, on monte cette marche-là. Et on va s'organiser pour que la fois d'après, on va monter cette autre marche. Une espèce d'idée comme ça, d'une évolution très structurée. Ça me semble très important de souligner le côté nouveau qui a été introduit par la loi du 11 février 2005, parce que cette loi, elle a commencé à introduire la notion de parcours, et d'une certaine façon, on abandonne la théorie, l'approche en termes de projet, en prenant comme orientation la question du parcours. Et en plus de ça, autre changement très important, c'est que la loi introduit la notion de parcours de vie. C'est-à-dire que je ne suis pas, en tant que professionnel, uniquement mandaté pour m'occuper dans cette IME ou dans ce DAM de jeunes de 6 à 14 ans, garçons, filles, présentants, etc., comme on le faisait en référence au texte ancien, par exemple, des annex 24. Non, on est dans quelque chose qui nous projette dans l'avenir, dans la prise en considération de l'avenir des jeunes, parce que, en fait, l'approche inclusive, elle suppose non seulement l'idée d'appartenance à la société, mais elle suppose le fait que les personnes, elles évoluent, et elles évoluent sur la longue durée. Et finalement, vous voyez, les professionnels, ils sont interpellés à la fois sur la dimension de l'espace et du temps. C'est-à-dire que je suis interpellé sur l'espace. C'est-à-dire que vous êtes, je reprends la métaphore de Charles Gardou, on est dans la maison, on va essayer de la rendre habitable, cette maison. Et je ne veux pas dire que c'est une maison à roulettes, mais enfin, de toute façon, c'est une maison qui va bouger. C'est une maison évolutive. On pourrait parler on devrait dire d'ailleurs à chaque fois inclusive et évolutive. Enfin, je sais pas, il faudrait trouver quelque chose de cet ordre-là, sur la longue durée, avec des possibilités de mobilité, parce qu'on n'est pas dans l'idée que tel jeune adulte à 20 ans rentre en maison d'accueil spécialisée et il en sortira peut-être un jour et éventuellement les pieds devant dans 20, 30 ou 40 ans. Il y a cette idée d'un droit aussi à la mobilité, il y a un droit aux aléas. C'est ce qui n'est pas le cas de la logique de projet. C'est que si on fait un projet ensemble, bien sûr, il y en aura des aléas, mais on pourrait considérer que ces aléas, ils sont annexes. C'est des dysfonctionnements, c'est des loupés, des ratés. Non, la logique de parcours, elle inclut, c'est le cas de le dire, d'emblée, l'idée qu'il va y avoir des aléas, des discontinuités, des périodes d'absence de suivi, et elle traduit ce que à la CNSA, on utilise souvent l'expression de pédagogie du doute, c'est-à-dire que non seulement elle autorise, mais elle rend nécessaire la pédagogie du doute. À la CNSA, ils se sont posé la question, cette expression est arrivée avec le schéma national des handicaps rares. Parce que le problème, c'est que dans le cas des handicaps rares, c'est le fait qu'il y a une pluralité de handicaps, et du coup, à un moment donné, dire, mais cet enfant, on ne sait vraiment pas dans quelle case le mettre, parce que à la fois, il y a l'épilepsie, il y a des troubles moteurs, il y a des troubles psychiques, intellectuels, etc. Et donc, vous voyez comment, finalement, cela suppose de s'autoriser une certaine insécurité. C'est qu'on a vécu sur l'illusion que la professionnalisation, qui faisait qu'il y avait une différence entre un aidant
familial et un professionnel, c'est que le professionnel, il sait, ou en tout cas, il donne l'impression d'avoir une approche sécure, ce que le bénévole ou le militant ne peut rester que dans le flou, et n'aura pas cet élément-là. Donc, finalement, aujourd'hui, la situation est un peu plus complexe parce qu'il y a à la fois cette autorisation de l'insécurité, autorisation du doute, et en même temps, il y a besoin quand même d'aider les personnes, de les accompagner. Donc, on est toujours... Vous voyez, quand j'évoque ces rapports un peu compliqués entre deux exigences, entre deux nécessités, vous voyez tout de suite que la question éthique, elle arrive. C'est-à-dire que, en clair, je fais comment, Je fais comment, et c'est ça, finalement, l'enjeu de la formation, d'aider à creuser des interrogations sur ce qu'il convient de faire, sachant que on a parlé du projet pour l'enfant, après on a parlé autre chose. Je pense qu'il y a des personnes plus à même, d'ailleurs, qui pourraient expliquer et revenir là-dessus. Donc ma diapo est un peu radicale sous cet angle-là, mais il y a cette idée quand même qu'on va s'appuyer plutôt sur l'idée du parcours de la personne et aussi, du coup, du parcours du professionnel par rapport à ça. Alors, tout à l'heure, on évoquait bien sûr la question de la coordination, mais c'est vrai qu'elle est à l'œuvre dans notre législation de manière très forte, qu'on a besoin finalement de valoriser cette dimension de la complémentarité entre les professionnels. Et donc, nécessairement, cette coopération qu'il faut renforcer, elle va s'accompagner d'un souci de coordination. Et j'y pense parce que tout à l'heure Guy parlait de rapport avec l'éducation nationale, parce qu'ils sont moins bons que nous quand même, mais objectivement, c'est bon. Je dis ça pour plaisanter, parce que je ne crois pas à un seul mot de ça, parce que ce sont aussi des parents, et ce ne sont pas que des abrutis. Il y a quand même, faut croire en l'humanité, et que de toute façon, la question de la continuité, c'est le maître mot majeur. C'est ça finalement qui est le plus important là-dedans. Troisièmement, puisque vous aviez droit à un volet sur l'impact sur le secteur, les politiques, les organisations, les métiers et les formations. Oui, il y a une mutation très très importante des métiers, ce qui pose d'ailleurs un problème, si vous voulez, quasiment générationnel. On sent, on sent que c'est pas exactement les mêmes candidats à l'entrée des écoles. On sent qu'il y a des évolutions démographiques assez significatives. Pourquoi ? Parce que d'abord, il y a de nouvelles formes d'accompagnement, et puis que les compétences qui sont attendues, elles sont clairement d'abord tournées vers le fait de travailler ensemble, c'est-à-dire finalement de traduire la philosophie inclusive dans la façon de concevoir les métiers. Et je mets entre parenthèses quand même une curiosité franco-française, parce que qui ne manquerait pas d'étonner nos amis étrangers, si du moins ils comprenaient déjà ce que ça veut dire, c'est que vous avez dans le Code de l'action sociale et des familles, vous avez 13 certifications, puisque maintenant, comme il y a eu fusion, le chiffre 14, on va le descendre à 13, mais il y a en réalité 146 certifications délivrées par 5 ministères certificateurs, parce qu'il y a les diplômes, aussi bien qui viennent des éducateurs, de la pénitentiaire, de la justice, etc. Enfin, et puis il y a tous les diplômes de l'éducation nationale qui arrivent dans le paysage, et donc il y a une espèce d'émiettement. Et là, on vit finalement sur un mythe, le mythe qu'on a construit historiquement, qui est le mythe de l'adéquation, de la réponse adéquate aux besoins identifiés de la façon la plus précise possible. C'est que du coup, finalement, à force d'identifier la nature des difficultés des personnes, éventuellement en utilisant des classifications, etc., j'aboutis à cette idée que, il faut l'institution
qui soit la mieux à même de répondre aux besoins. Et du coup, on va se tourner vers la MDPH et pour avoir une expertise collective qui va nous permettre de... Mais ça suffit pas, l'institution. Il faut aussi des professionnels qui soient bien formés, vous voyez, parce que vous me dites que vous êtes éducateur spécialisé ou éducatrice spécialisée. Ok, c'est une formation généraliste. Bon, admettons, ça vous permettra d'avoir des parcours qui vont vous faire évoluer professionnellement, mais moi, en tant que directeur, ou moi, en tant que parent, ce que je veux, c'est des gens qui soient formés à ce type de problème spécifique. Et là, si vous voulez, on peut pas rejeter cette idée qui est tout à fait légitime. Mais encore une fois, on va être pris dans une espèce de tension entre cette illusion d'adéquation parfaite et la prise en considération de relations qui sont essentiellement des relations humaines et qui sont des relations évolutives et qui supposent qu'il y a aussi des compétences plus larges, hein, ce que en termes obscurs on va appeler les soft skills, c'est-à-dire que finalement j'ai besoin d'avoir un intervenant. Bon, d'abord, qu'il comprenne ce qu'on lui dit, et ensuite, qu'il soit assez empathique, assez chaleureux, etc. Bon, s'il peut être compétent, et en tout cas, s'il peut ne pas être nuisible, c'est très bien. Mais enfin, vous voyez, on est là-dedans. Et je le dis d'autant plus facilement que on est actuellement en train de prévoir la réingénierie des diplômes d'État avec la construction de référentiels et de domaines de compétences bien identifiés. Donc là, il y a quelque chose de l'ordre d'un équilibre qui est difficile à trouver. Il y a un autre élément aussi dans les métiers, c'est une question qui reste une question sensible, qui est celle du partage de l'information, pour lequel il y a une littérature abondante qui est réactivée souvent sous l'angle du secret professionnel versus discrétion professionnelle. Alors, moi, je suis assistant de service social. Hein. Alors, moi, je suis tenu au secret professionnel. Bon, toi, tu es moniteur éducateur, tu es tenu à discrétion professionnelle. C'est-à-dire que veut dire que moi, traduction erronée évidemment, je suis protégé par le code pénal. Enfin, en fait, je suis tenu par le code pénal. C'est plus un devoir qu'un droit, mais enfin, je suis tenu par le code pénal. Toi, avec ta discrétion professionnelle, simplement tu t'exposes à des risques de poursuite pour des dommages avec une réparation et finalement au titre du code civil. Une espèce de hiérarchie qui s'est structurée, qui s'est parfois enquistée chez les professionnels avec des statuts juridiques qui sont de nature un peu différente. Mais on sait bien qu'en même temps, on ne peut développer un travail collectif, un travail d'équipe, que s'il y a un partage de l'information. Donc ça, c'est un point qui reste encore toujours un peu complexe. Ce qui nous revient finalement au contexte d'aujourd'hui, qui est un contexte où on parle beaucoup de choc, hein, c'est très tendance, choc de simplification, choc de participation, choc de toutes sortes, eh bien, il y a un choc aussi qui percute des identités auxquelles j'ai fait allusion tout à l'heure et qui pose le problème du socle commun des formations. Et puis, en fait, ce qui va aussi beaucoup évoluer, c'est les relations entre des formes de solidarité, c'est-à-dire qu'il y a pour une part une solidarité qui va s'exercer par le partage des savoirs et des compétences. Hein, ce qu'on pourrait dire, c'est la solidarité par les droits, les solidarités par les compétences, qui suppose une certaine formalisation des actes professionnels, mais il y a aussi une solidarité d'engagement. Et cette solidarité d'engagement, elle est absolument indispensable pour... Alors, elle va favoriser de plus en plus les liens entre les bénévoles et les professionnels, mais ce lien entre ces deux formes de solidarité, ils doivent pouvoir s'articuler. De la même façon, ça c'est vraiment que du point de vue des personnes en situation de handicap, qu'il faut articuler à la fois la reconnaissance de droits, parfois de droits même spécifiques au titre de la compensation, et en même temps qu'il faut reconnaître, bien entendu, l'appartenance complète à la société par
la reconnaissance de la citoyenneté des personnes. Donc il y a une espèce de, là encore, d'écart possible entre deux conceptions de la solidarité. Hein, et on sait que les deux conceptions ont des dérives qui peuvent se regarder en miroir. C'est que si je mets trop le paquet sur une solidarité par les savoirs, les compétences et les droits, j'ai une forme d'appauvrissement des relations avec les personnes. Et à l'inverse, si j'ai uniquement une solidarité d'engagement, je peux manquer de la lucidité ou des capacités de compréhension qui vont faire que, au moins, je pourrai tenir compte de l'apport des autres, ne serait-ce que cela. Alors là, vous voyez, cette thématique, elle est très présente dans un texte important, 6 mai 2017, vous devez vous rappeler quel jour c'était, hein, ça devait être un vendredi. Pourquoi je dis ça? C'est parce que ça a été le décret qui a été pris juste avant l'élection présidentielle qui avait lieu le dimanche, donc du 9 mai 2017. Et là, pour la première fois, il y a un texte qui définit ce qu'est le travail social. Et c'est un texte qui présente deux caractéristiques. Je le présente en deux diapos. Il y a une partie que je ne reprends pas ici. Mais vous voyez que là, il y a une orientation qui est prise officiellement sur des questions tout à fait essentielles qu'on vient d'évoquer, qui font qu'on peut dire qu'effectivement, il y a une politique inclusive forte qui est référée aux droits fondamentaux, et que c'est très important de souligner les aspects d'émancipation. Je n'ai pas mis en gras le mot émancipation, mais finalement, il y a quelque chose de l'ordre de la libération des capacités d'autonomie des personnes, la participation, et puis une dimension de promotion. Vous avez aussi un autre terme qui est la notion de changement social et de développement social, de cohésion de la société. Donc on a là finalement tout ce qu'il faut dire si on veut être bien dans l'axe. Hein. Donc là, vous voyez que c'est pour une fois, les choses sont dites et énoncées. Mais en fait, ce texte, il est d'autant plus important qu'il insiste sur quelque chose qui va permettre de traiter cette tension que j'évoquais entre l'approche par les savoirs et l'approche par l'engagement. Parce qu'en réalité, ce qu'il dit, c'est que s'il y a des professionnels, s'il y a des compétences, c'est parce que d'abord, il y a un certain nombre de principes éthique et déontologique. C'est-à-dire qu'on ne peut fonctionner dans ce secteur que si on accorde une place importante aux principes éthiques et déontologiques. On pourrait même faire une distinction d'ailleurs entre éthique et déontologique, hein, puisque ça veut dire éthique sous l'angle finalement d'une appréciation qui n'est pas nécessairement référée à un code de déontologie, bon, en tout cas qui est l'occasion d'équilibrer le regard que l'on porte sur les situations avec des éléments juridiques qui parfois sont un peu flous, pour ne pas dire contradictoires. Donc, les métiers du social et du médico-social, ils s'appuient sur des principes éthiques et déontologiques. Donc ça, c'est un peu le deuil de la boîte à outils toute faite. Hein, c'est déjà premier élément. Et le deuxième élément qui est tout à fait nouveau, c'est que les Français ne se sont pas contentés de traduire la définition internationale du travail social qui a été adoptée à Melbourne en 2014. Ils introduisent un élément qui est nouveau, qui est le fait qu'il y a 3 types de savoir. Et ces 3 types de savoir, c'est finalement là-dessus qu'aujourd'hui la réflexion se porte en matière de formation, parce que ce qui nous est dit, il nous est dit qu'il faut se référer d'une part au savoir universitaire. Alors ce ne sont pas n'importe quel savoir universitaire, ce sont ceux qui sont liés aux sciences sociales et humaines, donc avec l'attention portée à l'environnement, aux situations qui permettent de tenir compte des interactions entre les individus, etc. Donc il y a quand même un message qui est assez fort là-dessus, ce qui, entre parenthèses, ça je le dis en tant que président d'une Aforis, interroge sur la façon dont les instituts de formation
peuvent travailler de cette façon-là. Il y a un débat qui, du coup, s'ouvre, qui est la question des liens, la nature des liens avec l'université. Ça, c'est déjà un problème en soi assez délicat. Ensuite, il y a une deuxième type de savoir, et alors là, c'est aussi, il faut le regarder de très près, il n'est pas simplement dit les savoirs pratiques. Non, c'est les savoirs pratiques et théoriques des professionnels. Ça veut dire que les professionnels génèrent pas uniquement des habitudes de travail ou des éléments de savoir-faire, mais ils génèrent aussi du savoir théorique qu'on va retrouver dans le principe de la validation des acquis de l'expérience. Vous voyez, quand on parle de VAE, c'est pas simplement le mécanisme qui va me permettre de passer le diplôme dans des conditions qui m'intéressent. Non, c'est pas que ça. C'est qu'il y a véritablement une pensée derrière sur cette idée que la pratique produit du savoir. Donc ça suppose aussi de penser les modes d'accompagnement des personnes en formation. Et puis surtout, la troisième catégorie de savoir, c'est quasiment celle qui est la plus... non, je ne peux pas dire la plus importante, parce que c'est complètement stupide de vouloir faire une hiérarchie entre les trois types de savoir. En tout cas, c'est celle qui nous pose le plus de problèmes, pour le dire autrement, c'est les savoirs issus de l'expérience des personnes. Et là, il y a une ambiguïté dans le texte, parce que derrière ça, on voit apparaître la notion de savoir expérientiel des personnes accueillies, des personnes aidées et accompagnées. En réalité, c'est le savoir issu de l'expérience de tous les acteurs du champ. Donc, du coup, je vais pouvoir... sauf qu'il est dit savoir issu de l'expérience des personnes bénéficiant d'un accompagnement social. Vous voyez comment, finalement, ça reste la question des personnes accompagnées, in fine, qui est prise en considération. Cette distinction des trois types de savoir... Historiquement, elle est très liée aux réflexions menées par l'association ATD Quart Monde, donc dans le champ de la pauvreté et de la précarité, avec leur conception de ce qu'ils appellent le croisement des savoirs, mais ici, il y a des conséquences directes, puisqu'on demande quel est l'impact du virage inclusif sur les formations. Non, c'est l'impact, c'est que les personnes accompagnées et aidées doivent être impliqués, comme on l'a écrit dans un rapport du Haut Conseil du travail social, impliqués à la fois dans la gouvernance des institutions, mais également impliqués dans la formation des travailleurs sociaux. C'est pour ça que c'est très important, d'ailleurs dans ce type d'assemblée, de pouvoir échanger avec des acteurs qui ont des compétences différentes. La conclusion qu'on peut en tirer, c'est qu'on sort non seulement de la référence à l'usager, entre guillemets, mais cette idée de l'usager cible. Alors, il y a une première difficulté, si vous voulez, dans ces évolutions, c'est que pendant longtemps, on est resté sur une approche très individualisée. D'ailleurs, quand on parle de projet individuel, comme le dit la loi, ou de projet individualisé, c'est-à-dire que l'accent est beaucoup mis sur la contractualisation avec des personnes, mais dans le champ du handicap et plus globalement dans le champ du secteur social et médico-social, on peut se dire que on est amené à dépasser l'approche individualisante ou individualisée, parce que la notion de situation, c'est pour ça d'ailleurs que même si l'expression « situation de handicap » n'était pas dans la loi de 2005 et que les politiques, d'ailleurs, se sont opposés à cette notion de situation de handicap parce qu'elle avait un inconvénient pour eux, c'est qu'elle faisait porter une part de la responsabilité sur la société et que du coup, ça pouvait générer des recours contentieux et des indemnisations. Donc, il y a cette histoire-là qui pèse beaucoup, mais de plus en plus... On parle non seulement d'inclusion, mais on parle de liens avec le développement social. Et vous voyez comment les connexions sont en train de se faire entre des politiques de nature différente. Vous avez la politique du handicap, vous avez la politique de la ville, vous avez différentes formes de politiques qui sont en train de se croiser. On l'a vu aussi à propos de l'hébergement et du logement. Et puis, l'autre élément, c'est qu'il y a un débat chez les professionnels là-dessus, parce qu'on va considérer que pour que les personnes en situation de handicap aient un espace d'autonomie,
il y a un certain nombre de conditions à respecter, mais dans ces conditions, il y a surtout le fait de leur laisser un espace de pensée et surtout d'éviter les phénomènes d'emprise. Je pense notamment à un fameux rapport de la PJJ sur l'emprise mentale. C'est sûr que quand le rapport du Conseil supérieur est sorti en valorisant les pratiques en retrait, les auteurs du rapport, même si le rapport a été adopté, remis à un ministre, ça posait aucun problème, sauf que le secteur professionnel a quand même pas bien réagi, en disant mais comment, au moment même où on demande des moyens supplémentaires, et vous êtes en train de défendre l'idée de la mise en retrait. Donc là, bien entendu, il y a eu un malentendu là-dessus, parce que l'idée surtout, c'était d'éviter de favoriser un interventionnisme excessif. Et en réalité, c'est le problème de la distance. C'est qu'à la fois, je dois, comme je l'ai dit aujourd'hui, aller vers les personnes, et en même temps, je dois pouvoir gérer cette distance avec les personnes de façon à leur laisser une place, et c'est la notion de lâcher prise que l'on a lorsque l'on parle du développement du pouvoir d'agir, parce que dans la thématique du développement, il n'y a pas de développement du pouvoir d'agir s'il n'y a pas de réflexion sur les espaces qui autorisent le fait qu'il puisse y avoir un développement. Il est évident que selon la nature du handicap, on n'est pas sur les mêmes espaces. Et on a vu ce qu'il en était d'ailleurs dans les films qui ont été présentés. Et à l'inverse, vous avez des personnes pour lesquelles c'est quasiment illusoire d'aller dans ce sens-là. Je dirais que tout ça, ça traduit une grande transformation. Je reprends le titre d'un ouvrage classique de Karl Polanyi qui montre que finalement, il y a plusieurs éléments qui sont liés aux évolutions sociétales. C'est l'évolution des sociétés. C'est pas simplement la transformation de l'offre médico-sociale, il est sympa, sauf que ça se joue pas comme ça. C'est-à-dire que la transformation, c'est pas une offre de transformation de l'offre, c'est une évolution sociétale forte qui pousse à la transformation de l'offre. Sinon, on rate complètement la chose. Donc, dans cette transformation, il y a le fait que les personnes ne veulent plus être traitées comme on les a traitées jusque-là. Ils le disent comme ça. Moi, je veux pas être traité comme mon père ou ma mère à l'EHPAD, etc. Donc, il y a cette idée que, finalement, la thématique du développement du pouvoir d'agir ou des savoirs expérientiels, je mets supérieur le signe, plus importante en tout cas que la notion de participation. En tout cas, que le discours sur la participation, il est daté. Là, on entre dans une période qui j'ai l'habitude de dire post-2002, c'est-à-dire que d'après la loi du 2 janvier 2002, on est dans autre chose là-dessus. J'ai évoqué l'importance des parcours de vie, mais ça implique que si cela importe plus que les projets, finalement, dans les nouveaux métiers, il y a notamment la question des référents de parcours. Oui, c'est logique. C'est pas simplement qu'on a trouvé un truc importé du Québec. C'est que vraiment, on a besoin de concevoir de nouvelles formes d'accompagnement professionnel. Et alors après, est-ce qu'il faut créer un métier? Pas nécessairement. On peut très bien créer une fonction nouvelle adossée à des métiers existants. On n'est pas obligé de rayer les éducateurs spécialisés pour les transformer en référents de parcours. Mais il y a quelque chose à réfléchir autour de ça. On sait aujourd'hui que l'unité d'œuvre n'est plus l'établissement. Vous voyez, toute notre législation, elle a fonctionné comme ça. C'est établissement et service. Service, accessoirement. Établissement et service. Aujourd'hui, déjà, il y a un renversement des priorités, c'est services et établissements. Donc, les amateurs des projets de réforme de la tarification avec Séraphin remarqueront que les deux premières lettres de Séraphin, c'est services et établissements, 2 points, réforme pour une adéquation au parcours des financements, etc. Mais à la limite, même le terme de dispositif, il est lui-même sujet d'interrogation. C'est d'ailleurs une des curiosités de se dire que c'est au moment même où on a vu apparaître les dispositifs des instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques, les DITEP, et puis que les IME ont pris le relais avec les DIM, les DAM, etc., c'est à ce moment même qu'il y a une interrogation sur la notion de dispositif. Et
Parce que le dispositif risque de rester dans une logique qui n'est pas une logique inclusive, en tout cas risque de. Et aujourd'hui, il y a une réflexion sur la notion d'intégration des services, par exemple, qui est une autre étape sans doute qu'il faudra, vers laquelle il faudra se tourner, parce qu'on le retrouve avec la notion de dispositif d'accompagnement global. C'est pas la même chose, évidemment, d'avoir un tableau du personnel avec des compétences séparées comme ça, que d'avoir, éventuellement, en s'appuyant sur, quand on trouve des interlocuteurs sur les services de psychiatrie, etc., ou d'autres organismes à côté. Ça, c'est la logique classique de la coopération avec des relations conventionnelle. Mais la notion d'intégration des services, elle suppose une approche beaucoup plus intégrée avec une superposition parfois d'ailleurs des catégories professionnelles pour des fonctions identiques. Enfin, en tout cas, il y a une réflexion qui se développe là-dessus. On parle beaucoup de développement social et puis surtout, je voulais bien sûr avoir en tête les nouveaux acteurs que sont les aidants non professionnels, qu'on appelle parfois les aidants informels, on peut dire les aidants familiaux, les pères aidants, etc. Là, il faudrait une journée entière là-dessus. Et l'importance du numérique qui a été évoquée tout à l'heure et qui est une source de changement énorme. C'est pas le fait qu'on utilise l'ordinateur pour remplacer la machine à écrire. Non, quand on parle de numérique, c'est la géolocalisation, la domotique, la robotique, c'est le coffre-fort numérique, c'est un ensemble de choses qui modifient radicalement les modalités de la socialisation. Et on voit d'ailleurs les complexités que ça peut entraîner, notamment dans le champ de la profession de la protection de l'enfance. Mais d'abord, finalement, tout ce système ne peut fonctionner qu'en référence à la notion de confiance. Alors là, c'est quand même assez étonnant aussi. On peut dire qu'on a été dans une génération qui a été beaucoup calée sur les concepts de la sociologie, du droit surtout. Et il y a eu toute une époque, pour parler de la confiance, ça faisait pareil, vraiment, c'était trop flou quoi, pour avoir du sens. Aujourd'hui, c'est d'ailleurs un des points forts d'un des rapports de Dominique Gillot, mais j'aurais pu donner pas mal de références. C'est devenu quelque chose d'essentiel, et notamment en raison d'ailleurs des travaux de Philippe Varin sur le non-recours au droit, sur le renoncement au droit, en disant que finalement, les gens qui pourraient bénéficier de l'AH, il y en a un certain nombre, ils ne le demandent pas, ou ils en ont bénéficié, ils font pas les démarches pour aller jusqu'au bout, ils ne renouvellent pas leurs demandes, etc. Pourquoi ils font ça? Alors, ça a été étudié, dit, d'abord, il y en a, ils comprennent rien du tout, et il y en a d'autres, ils comprennent rien, évidemment, on leur a rien expliqué. Donc, un déficit de compréhension, un déficit de lisibilité, etc. Mais dans les critères identifiés, il y a aussi le déficit de confiance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je vais m'appuyer sur mon réseau personnel, sur ma famille, etc. Ou en tout cas, je me méfie beaucoup des travailleurs sociaux, parce que quand on parle de confiance, on a en tête deux thématiques qui ont été accentuées par la pandémie, qui sont quand même l'incertitude et la défiance. Et ça, on le voit, je ne parle même pas des fake news, etc., mais c'est ce climat d'incertitude, parce qu'on ne sait pas du tout comment, quelles vont être les injonctions qui vont nous tomber dessus, on ne sait même pas nous-mêmes ce qu'on va faire pour y répondre. Et, ce qui pose un problème éthique dans le rapport au handicap, notamment par rapport au renvoi à domicile d'un certain nombre de personnes qui étaient en foyer, des choses de ce genre, quoi. Mais aussi la question de la défiance qui est très importante. Alors, si je termine sur les formations, on peut dire que là, on avait déjà, en janvier 2019, on avait un cadre national sur les attendus du diplôme d'État, des 5 diplômes d'État post-bac. Et quand je reprends ce texte, finalement, je trouve que là encore, il y a beaucoup de choses qui devraient pouvoir nous inspirer. C'est disposer de qualités humaines, d'empathie, de bienveillance et d'écoute, montrer une capacité à gérer ses émotions et son stress. Vous voyez comme quoi, finalement, la question du stress et des émotions n'est pas uniquement à traiter sous l'angle de l'épuisement professionnel, de l'usure, du burn-out, mais c'est aussi
cette confrontation à des décisions difficiles à prendre parfois et à des manques de moyens, enfin un certain nombre d'éléments qui doivent amener aussi à développer la maîtrise sur soi. Il y a ce qui est attendu des jeunes qui entrent dans les écoles de travail social, c'est de montrer un intérêt pour les questions sociales et une ouverture au monde, et pas qu'avec leur tablette, et puis montrer aussi un intérêt, ça a été dit tout à l'heure très bien par Charles Gardou, en disant l'urgence finalement c'est la question de l'éducation, et notamment de l'apprentissage par éducation. Et alors les 3 derniers critères qui sont donnés me paraissent vraiment intéressants, c'est manifester de la curiosité et de l'intérêt pour l'engagement et la prise de responsabilité dans des projets collectifs. Là on est complètement dans cette culture inclusive. C'est pouvoir travailler de façon autonome, organiser son travail, travailler seul et en équipe, et puis savoir mobiliser des compétences d'expression orale et écrite. C'est-à-dire que finalement, il y a cette idée qu'aujourd'hui, où il y a une crise d'attractivité des formations, mais surtout l'attractivité des emplois, parce qu'en fait, il peut très bien y avoir toujours une certaine attractivité des métiers en eux-mêmes, mais les emplois, pour des raisons statutaires, de salaire, etc., font qu'il y a une difficulté aujourd'hui à avoir un renouvellement de génération, et notamment dans l'aide à domicile, dans tous les secteurs qui ont des horaires décalés, etc., on a quand même un gros problème. Avant-dernière diapo, une interrogation, c'est-à-dire est-ce que finalement, au-delà des questions sociétales, au-delà des questions des moyens institutionnels, est-ce que on n'est pas... Quand je formule la question comme ça, la réponse ne peut être que oui. Mais enfin, c'est un nouveau cas de pensée, oui. Pourquoi ? Parce que finalement, il y a des apports qui nous viennent, et notamment, tout à l'heure, je faisais de la pub pour un ouvrage, je fais une deuxième pub d'ailleurs pour un autre, qui est un ouvrage qui traite d'une comparaison entre la situation de la politique du handicap en France et aux États-Unis. Et en particulier sur un point tout à fait essentiel, donc c'est publié à l'École des hautes études en sciences sociales, et qui montre comment la politique du handicap, en tout cas aux États-Unis, elle a été alimentée, réfléchie, interrogée et bousculée par des personnes handicapées elles-mêmes, et notamment à travers des récits de vie. C'est par les récits de vie, finalement, que les politiques finissent par comprendre de quoi il s'agit. C'est pour ça que ce qu'on a entendu par les témoignages, mais ce qu'on a vu aussi dans les films, c'est un exemple d'apport et qui éclaire beaucoup sur tous ces éléments. Ce qui m'amène à une conclusion. Alors c'est à la fois... c'est à la fois très, très simple, mais à chaque fois, ça pose quand même des problèmes. Quand je dis réaffirmer les valeurs fondatrices du travail social et de l'intervention sociale, derrière ça, on voit bien que ce ne sont pas que des valeurs professionnelles. C'est vraiment... On revient sur la question des valeurs démocratiques, parce que si on n'est pas convaincu, finalement, du fait que la vie en société, elle nous appartient, elle n'appartient pas par des forces transcendantes venant de l'au-delà. Donc la question de la laïcité, bien sûr, se pose de cette façon-là. On sait aussi, on devrait le savoir, mais on est plus ou moins convaincu que la façon d'accompagner les publics les plus en difficulté, ou les personnes qui ont le plus besoin d'aide ou d'accompagnement, elle contribue de fait à la transformation de la société. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles ces évolutions sont très lentes, parce que c'est quand même à chaque fois une confrontation à des représentations sociales qui maintiennent quand même des convictions parfois et des doutes sur l'humanité des personnes. Ce qui est tout à fait essentiel, et je pense que votre association tout doit ou va déjà dans ce sens-là, mais par ce genre de colloque, mais c'est là où il faut probablement, dans le secteur social et médico-social, mettre un coup d'accélérateur,
c'est de contribuer à la production de connaissances. On a trop souvent l'impression qu'il y a des débats d'idées. Non, il y a aussi des débats qui ont du mal à être abordés sur fond de déficit de connaissances. Et on attend beaucoup des étudiants sous cet angle-là, et on attend beaucoup de tout ce qui est restitution de pratiques de terrain, rapport de sages, mémoire, etc., pour qu'ils aident à faire comprendre ce qui se passe pour les personnes en situation de handicap notamment, parce que vous savez qu'il existe des instances, d'ailleurs il y a un CREAI à Orléans, il y a un certain nombre il y a des observatoires régionaux de la santé, il y a différents organismes, des cabinets d'études là-dessus, mais j'ai pas mis le mot dans la diapo, mais derrière le mot c'est recherche. Quelle place pour la recherche et quelle coopération le secteur social, le secteur associatif, social et médico-social, quelle coopération il peut engager avec des équipes de recherche, avec des laboratoires, avec des universités. Ça, c'est quelque chose qu'il faut véritablement renforcer. Évidemment, développer une pensée ouverte sur les questions éthiques, mais je dirais, développer une pensée ouverte, déjà, ça serait pas mal, que ce soit sur les questions éthiques comme sur les autres questions, et puis valoriser les compétences qui sont adossées à ces différents principes. Je vous remercie.